Samedi 11 avril 2026, Joëlle Rex, psychologue, clinicienne et psychothérapeute, était invitée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre d'un café psy coordonné par Maryse Perrin et dont le thème était la médiation du lien parent-enfant. Depuis plus de 30 ans, en effet, Joëlle Rex œuvre dans l'association LPE 31, Lien parent-enfant Haute-Garonne, où sont accueillies les familles aux prises avec de graves problèmes relationnels. Bonne écoute. Bon, je pense que c'est l'heure. Moi, je suis stressée. Bon, c'est bien, vous avez envie de discuter, ça se sent. Hein, c'est très bien. Je pense qu'on va démarrer là, puisque je vois personne à la porte. Le seuil est libre. Donc tous ceux qui devaient rentrer sont rentrés, hein, apparemment. Peut-être non, il y a quelques-uns vont arriver, mais bon, on les fera arriver en démarrant, quoi. Ils arrivent. Donc bonjour à toutes et à tous. Et Richard. Voilà pour ce café psy qui est l'avant-dernier de l'année. Hein. Donc le thème de l'année, c'était la pathologie des liens. Et aujourd'hui, nous allons parler de liens en état critique, hein, puisqu'il s'agit de liens qui sont interdits par décision de justice, hein, mais quand même la loi prévoit que des dispositifs existent pour que les liens interdits entre parents et enfants, pour des raisons précises et jugées, hein, que ces liens puissent quand même être maintenus quand même dans un cadre tout à fait contrôlé et encadré sur le plan social, hein. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bon, quelques mots sur le café psy, puisque évidemment Maryse présentera Joëlle Rex et la séance, etc. Moi, je vous présente le café psy, parce que c'est fait pas que pour les habitués, le café psy, hein, c'est fait pour toutes les personnes qui passent et qui ont envie de venir. Et c'est très bien que ça soit ouvert comme ça, et nous y tenons énormément à ce qu'il y ait des nouveaux venus, des nouvelles venues. Bienvenue, hein, c'est tout à fait ouvert. C'est fait pour faire circuler. Il y a une intervention au départ, mais le but, c'est pas une conférence, hein. C'est vraiment une intervention pour lancer le dialogue et la conversation entre nous tous qui sommes là aujourd'hui. Voilà l'idée du café psy. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je ferai à la fin la présentation de la dernière séance le 30 mai. Ça, je vous en dirai 2 mots quand nous nous quitterons, avant de nous quitter. Voilà, je passe donc la parole à Maryse Perrin, qui va nous présenter son invité du jour. Voilà. Donc, je vais introduire votre exposé, et je vais le faire assez brièvement, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à partager. Donc, Joëlle Rex, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes psychothérapeute, vous exercez en libéral, et vous assurez aussi des supervisions d'équipe. Dans votre vie professionnelle, vous avez passé un certain temps dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Peut-être que c'est ça qui vous a amené à vous engager ou à créer cette association, vous nous le direz. Cette association qui s'appelle, vous le voyez là, LPE, Lien parent-enfant. Alors, je vais reprendre ce que tu as dit, parce qu'il me semble que les liens sont toujours là. C'est les relations qui sont empêchées ou interdites. Enfin, bon, non, pardon. Mais bon, il me semble que c'est important de le préciser. Les liens sont là, ils sont problématiques ou ils sont parfois catastrophiques, et ça amène des relations difficiles et parfois empêchées et même interdites. Donc c'est dans ce souci de maintenir des liens et aussi d'améliorer peut-être les relations que LPE a été créé en 1991. Alors ça date, hein, vous voyez, hein, c'est une longue histoire, je ne vais pas dire vieille, mais longue. Voilà. Et cette association alors vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle avait travaillé pendant plus d'une décennie, 16 ans, sans vraiment être contrôlée. Voilà, vous avez eu cette initiative. Il y a ici un cofondateur de cette association, qui est Eduardo Scarron. Hein, donc, tous les deux, vous avez initié cette démarche de permettre
à des enfants et adolescents de rencontrer leurs parents dans un cadre sécure, alors qu'ils sont effectivement, il est interdit qu'ils les rencontrent ailleurs. Je vais dire aussi, mais vous préciserez tout ça, que cette association donc a ouvert un espace de rencontre et que cet espace de rencontre se déploie, et ça c'est intéressant, sur 4 lieux. Il y en a un à Blagnac, un en Palot, et un à la maison d'arrêt de Seyss, et un à la prison de Muret, c'est ça? Donc quand on entend que ces espaces peuvent être soutenus là, créés là, on se dit qu'effectivement les situations que vous accueillez sont des situations, on va dire, très problématiques, très conflictuelles, où peut-être la violence circule, enfin en tout cas, qui ont amené à ce qu'il y ait l'intervention d'un juge. Hein. Et donc ce sont des juges des affaires familiales qui orientent ces familles vers vous. Vous, ces lieux, cet espace, et puis des intervenants. Et je vais le dire voilà, dans la présentation, ces intervenants sont orientés par la psychanalyse. Et ça me semble important, de nos jours, de l'annoncer et de préciser et de le soutenir. Et bon, moi, ça me paraît évident que dans des situations aussi problématiques, il vaut mieux avoir cet arrière-plan de la psychanalyse avec tous les enjeux inconscients, que ce soit ceux des personnes accueillies ou ceux des accueillants. Voilà. Bon, qu'est-ce que je peux rajouter? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il est temps de vous donner la parole, hein, parce que je sais que votre exposé va être riche et dense. Voilà, on va vous écouter. Et après, voilà, comme d'habitude, la conversation pourra s'établir et le micro circulera. Bon, on vous écoute. Alors, je laisse le champ libre à l'écran. Ah oui, il n'y en a pas un là. Si, il y en a un là. Non, mais je vais... Voilà, mais je vais l'arrêter, celui-là. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là, vous êtes nombreux, c'est bien, ça voudra dire que tout à l'heure il va y avoir beaucoup d'échanges, je m'en régale d'avance. Donc j'ai préparé un petit quelque chose quand même, comme un support. Alors ce support il est pour moi, mais il est pour vous, pour qu'on essaye d'y voir un peu plus clair dans ce qu'est un point rencontre. Alors nous, on continue à dire point rencontre, mais le terme officiel, c'est espace de rencontre. Voilà. Comme on disait tout à l'heure, nous avons vécu 16 ans sans cadre législatif. Et puis un jour, en 2002, la Chambre de la famille du ministère national s'est intéressée. D'un coup, ils se sont dit, mais c'est qui eux? Voilà. Bon, ils se sont intéressés à nous. Et donc 16 ans après, pour y mettre un peu leur grain, ils ont changé le nom. Donc ils ont enlevé le mot point rencontre et ils nous ont appelé espace de rencontre. Mais comme moi, je suis un peu vieille et que je suis là depuis 30 ans dans cette association, je vais pas changer la terminologie. Et puis, comme ça risque de changer à nouveau, je maintiens l'ancienne terminologie. Voilà. Alors, donc, je vous propose des petites choses. D'abord, pour se mettre un peu dans l'ambiance, parce que je crois qu'il faut rentrer un peu dans le contexte. J'ai recueilli quelques chiffres du ministère de la Justice. Donc, les demandes relatives à la prise en charge des enfants mineurs après séparation des parents. Donc, il s'agit bien d'un contexte de séparation des parents. Vous voyez que d'année en année, le nombre augmente. Et là, en 2 ans, il y a eu plus 10%. Les ordonnances de protection, ça c'est dans le cadre de violences intrafamiliales. C'est quand il y a un des 2 parents qui, alors le plus souvent c'est la mère, mais pas toujours, mais enfin le plus souvent c'est la mère, qui a une ordonnance de protection et qui empêche l'autre parent de l'approcher d'elle et d'approcher son enfant ou leurs enfants. Voilà. Bon, ensuite,
Je vous propose de regarder un petit extrait de ce film que certainement tout le monde a vu. Non pas pour le commenter, mais c'est pour se mettre un peu dans l'ambiance de ce qu'est un juge aux affaires familiales, une audience. Parce que les familles que nous recevons, elles vivent l'audience, après elles ont le délibéré, elles ont le jugement, et après elles viennent nous voir. Mais ça vous dit dans quel contexte, dans quel état psychologique elles sont quand elles arrivent. Donc je vous propose ça, de le regarder. Voilà. Bon, je vais vous donner lecture de l'audition de Julien, puisqu'on avait renvoyé notamment pour ça. Donc, concernant son audition, comme vous le savez, quand on fait entendre un enfant par le service puzzle, enfin, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, je vous l'explique, on dit aux enfants que tout ce qu'ils disent sera retranscrit par écrit, retransmis à leurs parents. Donc, s'ils ne veulent pas que quelque chose soit retransmis, il ne faut pas qu'ils le disent, ils n'en parlent pas. C'est le principe du contradictoire. Chacun doit être au courant de ce qui se passe dans le dossier. Voilà. Alors voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont et il a dit: mes parents sont séparés depuis 1 an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Maman ne s'occupe pas de mes devoirs, mais elle ne se fait pas de soucis parce que je travaille bien à l'école. En plus, j'ai beaucoup d'amis et je me débrouille très bien tout seul. Donc je reprends. En plus, j'ai beaucoup d'amis et je me débrouille très bien tout seul. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman parce qu'il veut juste une chose, c'est faire des embrouilles et la harceler. Bon, si vous voulez bien écouter ce que je vous dis, vous discuterez avec votre avocat plus tard, hein? C'est pour ça que je m'inquiète pour elle. Il veut juste lui faire du mal, juste ça. C'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Je veux rester avec ma mère et ma sœur pour pas qu'elle reste toute seule, ce qui est pas une bonne raison. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui 1 semaine sur 2 ou un week-end sur 2 parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, maître Davigny, je vous écoute. Alors, pour Madame Besson, qui touche une indemnité chômage de 981 € par mois, qui est mariée à Monsieur Antoine Besson, responsable de la sécurité incendie et d'assistance aux personnes au centre hospitalier de Le Cornet, et qui a des revenus de 2200 et quelques euros par mois. Il y a 2 enfants. Joséphine aura 18 ans dans quelques semaines, donc là, il n'y a pas de disposition particulière. En revanche, il faudra organiser la nouvelle vie de Julien, qui a donc été auditionné. Concernant les nouvelles mesures, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est demandé de l'autre côté de la barre, puisque monsieur sollicite la résidence alternée pour Julien lorsqu'il sera installé dans la région suite à l'accord récent de sa mutation. Or, on constate clairement que les enfants ne souhaitent plus revoir leur père. Alors c'est vrai que aujourd'hui, pour Julien, tout cela s'exprime de façon un petit peu violente. Il y a un rejet. Parce que ce qu'il traduit dans son audition, Julien, c'est évidemment beaucoup de tensions entre les époux, mais c'est aussi une grande insécurité, à titre personnel. Et des éléments montrent pourquoi les enfants ressentent cette insécurité. Vous trouverez d'ailleurs dans mon dossier un certificat médical de Joséphine qui fait état des violences qu'elle a subies par le passé de la part de monsieur. C'est pourquoi nous demandons à ce que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la maman. Donc, pour Joséphine, étant donné qu'elle sera bientôt majeure, nous vous demandons de réserver le droit de visite selon son souhait, mais nous vous demandons également à ce que vous réserviez celui de Julien, en attendant que les tensions s'apaisent et qu'il soit plus disposé à revoir son père. Alors c'est vrai que la procédure n'a fait que rajouter des tensions. Et ma cliente n'avait retiré sa plainte à l'encontre de monsieur que pour un gain de paix, puisqu'elle avait subi des pressions et des menaces de sa part pour qu'elle la retire. Quand c'était pas au téléphone, monsieur venait dès qu'il le pouvait devant chez ses parents, il dormait dans sa voiture. Vous avez des éléments de preuve? Les parents de madame témoignent qu'en effet, monsieur est venu plusieurs fois devant chez eux. Non, mais je veux dire des preuves de menaces. Alors, pas de témoins, évidemment, et madame n'a pas pu conserver les messages puisqu'elle a dû plusieurs fois changer de téléphone. Bon. Donc, pour un gain de paix, encore une fois, ma cliente ne souhaite pas bénéficier de la pension au devoir de secours. En revanche, madame est revenue s'installer chez ses parents.
Or, elle a laissé l'intégralité de tout ce qui lui appartenait, que ce soit en commun ou propre, dans la maison d'habitation. Et maintenant, elle doit repartir à zéro, sachant qu'elle n'a strictement aucune économie. Et même si elle est hébergée chez ses parents, madame leur verse un loyer et participe aux frais, sachant que depuis la séparation, elle a à charge 2 enfants et qu'elle va devoir faire face à des charges incompressibles immédiates pour pouvoir se reloger. Et donc, elle demande à bénéficier d'une avance sur communauté à hauteur de 5 000 €. Et nous vous demandons bien évidemment à ce que vous condamniez monsieur à la lui verser. Pour le reste, nous sommes d'accord pour ce qui sont des parts contributives fixées d'un commun accord à 110 € par mois et par enfant. Voilà les observations que j'avais à formuler, tant pour les enfants que pour elle-même. Ok. Maître Guénen. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont dites par Julien, bien sûr, mais il y a surtout un certain nombre d'extrapolations là qui viennent d'être faites à l'instant, et moi, je comprends pas du tout le sens de cette audience, Madame la Présidente. Je pense que dans ce dossier, rien n'est blanc des 2 côtés. Et je crois que l'éducation, on en est responsables tous les 2, le papa et la maman, et moi, je suis tout simplement choquée par ce qui vient d'être dit. Maintenant que monsieur a obtenu sa mutation et demande une garde alternée, madame accuse monsieur de l'avoir harcelé, menacé, d'avoir été violent avec sa fille en vous apportant un certificat médical d'une infirmière scolaire. Mais je trouve ça ahurissant. Et vraiment, là, pour le coup, très déplacé. Vous trouverez donc dans mon dossier, Madame la Présidente, un certain nombre de témoignages. D'abord, les parents de monsieur, eux aussi, victimes des desiderata de madame, parce qu'ils n'ont pas pu revoir leurs petits-enfants depuis la séparation, quand même. Ses collègues, qui le décrivent comme un excellent chef d'équipe, équilibré, d'un tempérament calme et posé. Vous trouverez également le témoignage des membres de l'amicale des chasseurs, dont monsieur fait partie, qui eux aussi disent de lui que c'est un homme généreux, serviable, un amoureux de la nature, qui ne boit pas. Enfin, un homme normal, quoi, et qui ne correspond en aucun cas au portrait de l'homme violent, rustre ou menaçant qu'on essaie de lui attribuer depuis tout à l'heure. Si madame avait des preuves de menaces qu'elle et ses enfants ont subies, qu'elle les amène, allons-y, qu'une enquête de police soit faite à ce moment-là. Mais qu'elle n'essaie pas de transformer en harcèlement et menaces les tentatives d'un père meurtri. Et je pèse mes mots quand je vous dis ça, Madame la Présidente. Parce qu'il est bon de noter que madame a coupé tous les liens avec monsieur du jour au lendemain. Elle a, jusqu'à ce jour, toujours refusé que mon client parle avec ses enfants au téléphone. Enfin, les parents de madame se sont même mis sur liste rouge. Oui, c'est vrai. Monsieur Besson a effectivement dormi dans sa voiture devant le domicile des parents de madame. Oui, ça c'est vrai. Enfin, dans le seul et unique espoir de voir ses enfants, Madame la Présidente. Pas pour le plaisir de dormir dans une voiture. Alors, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Monsieur Besson est tout simplement atterré d'entendre ce que Julien peut penser de lui. Il reconnaît pas du tout les mots de son fils. C'est pas du tout l'image des moments qu'il passe avec lui. Et on peut tout à fait soupçonner, vu le contexte, que quelqu'un aurait pu les lui dicter. Alors aujourd'hui, Monsieur Besson me dit la chose suivante. Ma fille est bientôt majeure. Elle finira par se faire sa propre opinion et je sais qu'elle reviendra vers moi. En revanche, je ne lâcherai pas mon fils. Je sais que mon fils m'aime et que j'aime mon fils et qu'il a besoin de moi. J'ai demandé une mutation. Je quitte mes collègues, mes amis, je vends ma maison, je renonce à tout pour pouvoir être auprès de mon fils et continuer à passer de beaux moments avec lui. Et ça, Madame Besson, elle pourra jamais les lui retirer. Vous le savez très bien, Madame la Présidente, c'est un droit fondamental pour un enfant. Alors si Monsieur Besson n'a pas été un bon mari, comme le prétend Madame, on va peut-être pas lui décerner une médaille, mais ça fait pas de lui un mauvais père. Et donc il me semble que nous ne sommes pas dans les termes de la loi pour rompre le lien entre un père et son enfant. C'est pour ça que je maintiens notre demande, Madame la Présidente, pour mettre en place un droit de visite et d'hébergement classique, c'est-à-dire un week-end sur 2, du samedi midi au dimanche 18h. Et dès la rentrée, une fois que mon client sera installé ici, nous demandons la mise en place d'une résidence alternée classique, 1 semaine sur 2, avec le partage des vacances de Noël et d'été. C'est d'ailleurs pour ça que nous aimerions connaître la future adresse de Madame. Enfin, en espérant qu'elle décide pas de partir à l'autre bout de la France sur un coup de tête, afin de faciliter au mieux l'organisation de la nouvelle vie de Julien. Sinon, nous sommes d'accord, comme l'a indiqué ma consoeur, pour ce qui sont des pensions alimentaires des enfants. Mais par contre, il y a un point sur lequel vous devez trancher, Madame la Présidente, c'est sur l'alinéa 7 de l'article 255. Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire. Alors moi, j'aimerais bien savoir si c'est nécessaire ou pas. Vous avez quelqu'un qui avait un emploi à temps complet et qui se retrouve au chômage, d'accord, mais enfin bon, c'est quand même elle qui a décidé de venir s'installer ici du jour au lendemain.
De son côté, mon client a essayé à plusieurs reprises de voir ses enfants, mais à chaque fois, on lui a dit que madame était partie en week-end avec eux. Alors d'un côté, on nous dit qu'on n'a pas d'argent, qu'on gagne que 900 €, et puis on part en week-end régulièrement. Là, on est même en train de louer une salle des fêtes, une salle communale. Donc je crois que la situation ne le rend pas nécessaire et ne justifie pas cette avance sur communauté. Mais vous avez joint un bilan ou quelque chose? Oui, on vous a tout mis, madame la présidente. D'accord. Alors, par rapport au certificat de la gamine, parce que bon, c'est dans le débat, alors parlons-en. C'est quoi cette histoire? Joséphine était en 3e. Il la surveillait tout le temps. Il voulait pas qu'elle fréquente. Il l'avait vue en train d'embrasser Samuel devant le conservatoire. Elle fait du piano depuis qu'elle a 6 ans. Samuel, c'est son petit copain. Et donc, ce jour-là, elle avait séché son cours pour le voir. Et donc, il l'a surprise. Et le soir, il a attendu qu'elle rentre et il l'a frappée. Moi, j'étais à mon travail et il m'a appelé en menaçant de casser les mains de ma fille si je rentrais pas tout de suite. Et donc, elle avait mal et le lendemain, elle est allée voir l'infirmière scolaire pour lui signaler les problèmes qu'on avait à la maison. D'accord. Monsieur? Ma fille s'est foulé le poignet au collège en cours de sport. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas lequel des deux qui ment le plus, par exemple. On a regardé ce certificat, madame la présidente, 3 ans après. Mais je crois qu'il y a un moment... Je sous-signais Stéphanie Bossel, certifie avoir examiné mademoiselle Joséphine Besson le 12 octobre 2013. Elle présentait une douleur importante à la flexion du poignet gauche avec limitation du mouvement. La pression du scaphoïde et du 5e métacarpien provoquait une douleur et un hématome à la face interne du poignet. Joséphine m'avait alors exprimé ses problèmes avec son père. Après discussion, elle n'avait pas souhaité utiliser ce certificat fait à la demande de l'intéressé et adressé par courrier. Il y a aussi l'attestation d'une ancienne responsable de madame qui dit que monsieur venait régulièrement la surveiller sur son lieu de travail. Alors non mais c'est incroyable, pardon. S'il vous plaît. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça? Non. Moi, j'aimerais bien comprendre. Je sais pas ce qu'on leur met dans la tête. On voit bien que Julien n'est pas du tout prêt à revoir son père. La situation est trop compliquée. Oui, mais vous en rajoutez aujourd'hui, excusez-moi de Maître vous le dire. Guénan, Mais non, mais vous pouvez franchement, madame la arrêter, s'il vous présidente. plaît. Pour l'instant, il n'y a personne qui s'énerve à part vous, alors. Bon, sinon, monsieur m'a dit tout à l'heure qu'il a acheté un téléphone à son fils et que visiblement, il n'arrive pas à le joindre. Il n'a aucun contact. Julien veut plus répondre. À chaque fois, il le menace pour qu'il me passe le téléphone. Il veut plus répondre. On veut juste vivre en paix. Et moi, je veux juste prendre des nouvelles de mes enfants. Qui veut vivre en paix? Pardon? Vous dites on veut vivre en paix. C'est qui on? Julien, moi, ma fille aussi. Demandez-lui, vous verrez ce qu'elle vous dit. Demandez à votre fille. Mais vos enfants semblent visiblement de votre côté, madame. Et c'est justement ce qu'il faudra éviter, non? Ce que je veux dire, c'est que c'est Julien qui a demandé à être entendu quand il a su que son père allait venir habiter ici. Moi, je veux que tout se passe bien. Voilà, je pense qu'au bien de mes enfants, je veux qu'ils soient bien. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, bah, monsieur. Moi aussi, je veux que mon fils soit bien. Il a besoin d'être encadré. Et c'est pas en privant de son père que ça va arranger les choses. Ok. Bon, je mets la décision en délibéré au 29 mai. Vous l'aurez par l'intermédiaire de vos avocats. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, madame. Au revoir, madame la présidente. Au revoir. Au revoir. Je crois que ça met dans l'ambiance, non? Donc je vous propose de commencer par ce que nous ne sommes pas. Parce que ce n'est pas si évident que ça de savoir qui nous sommes. Donc on va commencer par la négation. Voilà, je vous propose donc
de comprendre que nous ne sommes pas un service de médiation familiale, où il y a des protocoles très particuliers, des formations, des professionnels qui ont un métier qui s'appelle les médiateurs familiaux. Donc ce n'est pas un lieu où se déroulent des médiations familiales. Ce n'est pas non plus un lieu où il y a des médiations et des thérapies de couple. Ce n'est pas un lieu où se pratiquent des visites médiatisées au sens de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont organisées dans un cadre ordonné par le juge pour enfants. Nous, ce sont des juges aux affaires familiales et pas des juges pour enfants. Alors, j'ai mis un petit encadré, le R étant l'abréviation de l'espace rencontre, n'est ni un lieu éducatif, ni un lieu d'expertise, ni un lieu d'évaluation. Aucun rapport n'est rédigé sur le contenu des rencontres. Quand on explique ça aux parents, beaucoup nous disent « mais alors vous êtes rien ». Nous, ça nous va bien. On n'est rien. On va quand même essayer de dire qui on est un peu. Là aussi, c'est pour faire un peu connaissance avec qui nous sommes. Donc, on existe depuis 40 ans. Il y a des milliers d'enfants et de parents séparés, souvent par décision de justice, qui s'adressent à nous. Ce dispositif est assez méconnu, alors qu'il concerne plus de 35 400 enfants et mobilise 2200 professionnels sur tout le territoire. Il est tellement méconnu qu'on s'est dit qu'il était grand temps que vous veniez nous en parler. Hein. Je crois que quand on a réfléchi à qui pouvait venir, mais on s'est dit que ces lieux-là, on en connaît l'existence, mais on ne sait pas comment on travaille dans ces lieux-là, quelle est la démarche, quel est le dispositif et les conditions dans lesquelles il... Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire que je remercie beaucoup Café Psy, mais si, j'aurais dû commencer par là, de cette invitation. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. Donc, je vais parler donc de LPE 31, mais dans la salle, il y a un autre espace rencontre, et je le remercie beaucoup en la présence de Nicolas Zenon, qui s'appelle l'Atelier Familial, qui est sur Toulouse aussi, et ils ont la même mission que nous. En Haute-Garonne, il y a 2 autres espaces rencontres, un à Saint-Gaudens et un à Merville. Donc, il y a 4 associations différentes qui s'occupent de cette mission. Alors, il y a 35 ans, nous on existe depuis 35 ans et demi, il n'y avait que nous. Mais on est content, très content qu'il y ait des petits, parce que les listes d'attente, c'est insupportable une liste d'attente. Donc, heureusement que nous sommes plusieurs. Donc, voilà. Donc, accueil des familles dans des contextes conflictuels de divorce ou de séparation conjugale. Il s'agit pour les professionnels, on verra qui sont ces professionnels, d'accompagner les rencontres des enfants avec le parent qu'ils ne voient pas ou chez qui ils ne vivent pas et qu'ils ne pourraient pas voir ailleurs si on n'existait pas, si on n'était pas là. Les familles sont orientées pour la plupart par les juges aux affaires familiales, mais parfois elles nous s'adressent directement à nous. Elles nous découvrent via Internet, merci Google, et parler quand même, il y a beaucoup de travailleurs médico-sociaux dans les MDS ou ailleurs qui commencent à nous connaître et qui parlent de nous aux familles. Donc les familles peuvent venir signer un contrat conventionnel, ça remplace un peu le jugement, et donc bénéficier de ce dispositif. Souvent, c'est en attendant l'audience. Les audiences, il y a un délai d'attente de à peu près 8 mois. Donc, le temps de cette audience, et après, nous, on a une petite liste d'attente de 3 mois. Donc, ça voudrait dire que l'enfant, il ne voit pas son parent au moins sur 1 an. Minimum. Donc, parfois, on le fait en amont. Les fondamentaux de ces espaces rencontres. C'est un lieu collectif, neutre. Alors, neutre ne veut pas dire indifférent. Neutre. Provisoire, donc limité dans le temps. Et gratuit pour les familles et confidentiel. On reviendra sur cette notion de confidentialité.
Les missions du point rencontre par enfant sont d'accueillir les parents séparés, leurs enfants, dans leur singularité. Dans ce lieu collectif, tout l'enjeu et peut-être la difficulté, c'est d'accueillir au cas par cas, ou un par un, dans un lieu qui est collectif. Le travail des professionnels ne repose ni sur un idéal de famille, donc ne repose pas sur des normes, ni sur une idéalisation des relations familiales, ni sur un forçage de la relation. C'était bien, Maryse, que vous fassiez la nuance entre relation et lien. Bon, on pourra peut-être en parler. Donc, ce n'est pas ni sur un forçage de la relation filiale et le maintien à tout prix de la relation, mais il s'agit de travailler avec chacun, le parent et enfant, sur les écarts entre réalité et imaginaire, du faire famille, le lien n'étant pas la relation. Alors, ça, il y a un petit problème. Voilà. Notre pratique s'appuie sur une clinique à plusieurs. Peut-être certains d'entre vous ont une petite idée d'où ça sort, cette idée de clinique à plusieurs. Dans les années 50, 60, Eduardo, on parlait de la clinique à plusieurs. Il y a certaines institutions en France et même en Espagne ont créé cette notion de clinique à plusieurs. Donc il y avait Oury, Tosquel, bon. Alors, on en a un peu hérité de ça, et on a hérité des maisons vertes de Dolto. Donc, on s'inspire de nos ancêtres. Voilà, c'est notre famille, on a des ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? Clinique à plusieurs, c'est-à-dire plusieurs familles accueillies en même temps et plusieurs intervenants pour les soutenir dans les rencontres. Alors, on a misé aussi, nous, sur l'interdisciplinarité. Dans l'équipe, il y a 14 intervenants, 7 psychologues, 4 éducateurs spécialisés, une assistante sociale, un AMP, aide médico-psychologique, une psychomotricienne. J'ai perdu l'idée que je voulais dire. Ah oui, on fait exprès de dire intervenant. On ne dit pas le métier. C'est-à-dire quand on se présente à l'enfant ou aux parents, on ne dit pas, on dit qui nous sommes avec notre prénom et notre nom, mais on ne dit pas notre métier. On dit on est intervenant en espace rencontre. On verra peut-être un peu pourquoi on dilue comme ça. L'équipe qui appuie ces cliniques sur des concepts psychanalytiques se réunit une fois par mois pour réfléchir à ces interventions auprès des familles et travaille en séance de supervision avec une psychanalyste extérieure à l'association, bien sûr, sur une ou plusieurs interrogations concernant une ou plusieurs familles, un point d'énigme qui préoccupe les professionnels. Alors, peut-être un peu ce qu'est un espace rencontre en conclusion. Ça pourra peut-être faire... donc être source d'échange. C'est un lieu de dire adressé. C'est très important. Bon, là, ce sont des dires adressés. À qui? Aux intervenants. L'espace rencontre a pour visée la transformation, le mouvement, le déplacement, ce que moi j'appelle un bouger psychique. Le R n'est pas en soi un lieu de soins, même si des effets thérapeutiques peuvent être constatés. Ce n'est pas un lieu de restauration des relations parents-enfants, même si, de surcroît, elles peuvent advenir. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Pour vous donner une petite idée, nous, à LPE 31, en 2025, on a réalisé 1475 rencontres. On a accueilli 289 familles qui représentaient 359 enfants. On a réalisé des entretiens. Les entretiens, c'est des entretiens préalables. C'est avant la mise en place des rencontres. C'est-à-dire, on fait connaissance d'abord. On rencontre les parents individuellement. On rencontre les enfants dès l'âge de 3 ans. Parce qu'on accueille des enfants entre quelques semaines jusqu'à 18 ans. On a des bébés. Bon. En tous les cas, à partir de 3 ans, on considère qu'ils ont un peu le langage.
même si on utilise autre chose que la parole pour faire un entretien avec eux. Ils ont un entretien individuel, les enfants. Il n'y a pas le parent avec eux. Des nouvelles situations en 2025, on en a accueilli 199. Des nouveaux enfants, 250. Et des situations où il y a une ordonnance de protection, 76. Quand il y a une ordonnance de protection, les parents ne peuvent pas se rencontrer. Donc, on a mis en place un protocole avec arrivée décalée des parents et des horaires décalés pour qu'ils ne puissent pas se rencontrer. Pour vous donner une petite idée, sur les 359 enfants qu'on a reçus, la majorité ont entre 4 et 10 ans. Mais la majorité, c'est à peu près 50%. Mais on reçoit des tout petits, des moins de 3 ans, il y en a presque 19%. Et des ados, il y en a presque 19% aussi. Voilà. Je crois que j'ai fini mon petit topo. Ça, c'est les gens, toutes les institutions qui nous donnent. Alors, je ne sais pas si dans la salle, il y a une institution, mais plus les années passent, plus le nombre de familles augmente, plus les subventions baissent. Donc, pour nous, ça devient une énigme. On ne sait pas ce qui se passe. Par contre, là, je te passe la parole pour présenter ce livre. Alors, ce livre, je l'ai dans mon sac. Bon, ben voilà, c'est un livre dont je recommande la lecture à ceux qui ont envie d'approfondir et de réfléchir aux effets de ce qui se passe dans les points rencontres, puisque il y a des témoignages d'adultes qui ont fréquenté ces points rencontres et qui viennent faire un récit de ce qui s'est passé pour eux dans ces espaces-là. Donc ça me semble intéressant parce que c'est une question qui nous vient. Est-ce que, finalement, et quand je vois Rémi, j'y pense encore plus, parce que Rémi a souvent eu la préoccupation des anciens. Que deviennent les anciens? Est-ce qu'il y a une idée? Est-ce que vous avez une idée? Alors, vous avez dit tout à l'heure que parfois, il y a la deuxième génération. Enfin, des effets sur le long terme de ce qui s'est passé dans cet espace pour les enfants qui en ont bénéficié. Voilà, ça c'est... Et ce livre, justement, donne accès à ça, puisqu'il présente des témoignages. J'ai trouvé ça intéressant. Hein. Bon, vous connaissez bien celui qui a dirigé ce livre, donc vous pouvez le présenter mieux que moi. Bon, Emmanuel Graton est de formation c'est un universitaire, il est psychologue de formation et sociologue et il travaille à l'université d'Angers. Voilà. Il a créé aussi des DU qui s'appellent Accompagnement et soutien à la parentalité. Donc, il y a un DU à Angers et il a impulsé la création de ce même DU à Toulouse. Donc, si vous êtes intéressé par ce DU, il existe à Toulouse, supervisé par l'Université d'Angers, mais c'est la Fédération des espaces de rencontre nationale, donc, qui organise ou qui encadre ce DU à Toulouse. Il en existe un aussi à Lyon. Voilà. Alors, pour terminer, puisqu'on est sur les livres, voilà. Je vous laisse ça en fond d'écran. C'est quelqu'un de remarquable. Elle s'appelle Marion Fayolle. Elle a créé elle a écrit, alors je sais pas, non, elle n'a pas écrit, elle a dessiné des livres sur la famille, les petits, les couples, les aimants, les tordus, bon, elle a comme ça des thèmes. Et elle a créé un livre qui s'appelle Les Petits. Il est remarquable. Oui, ce livre, il est donc ce sont des récits en images sur la famille. Alors moi j'ai attrapé quelques images que je trouve qui peuvent peut-être prêter à échange, à discussion et illustrer ce qui se passe dans les espaces de rencontre. Voilà, moi j'en ai terminé sur la présentation. Merci. Hein, je crois que on a bien fait de vous demander d'éclairer
notre lanterne, parce que effectivement, on n'avait pas, enfin personnellement, je n'avais pas connaissance ni de l'histoire, ni du dispositif tel qu'il fonctionne. Donc ça, c'est important que vous soyez peut-être un peu plus reconnu. Je ne sais pas, puisque vous avez l'air de dire que on fait de plus en plus appel à vous et qu'il y a de moins en moins de financement. Donc effectivement... Oui, pour vous donner une idée quand même, la justice nous adresse quasiment 95%, entre 90 et 95% des familles qu'on reçoit, et il finance à hauteur de 17%. Bon, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de commentaire à faire. Oui, je veux juste dire, et parce que je vois Richard Colombani qui est là-bas, qui est un intervenant, qui était un intervenant, voilà, l'âge nous vient. Bon, mais j'ai travaillé avec Richard Colombani dans un LAEP, un lieu d'accueil enfants-parents, et c'est vrai que quand j'ai pris connaissance du dispositif dont vous venez de nous parler, j'ai fait le lien avec le LAEP, et j'ai pensé que dans le LAEP, l'intention, l'enjeu, c'est de soutenir la parentalité en, on va dire, questionnant, soutenant l'attachement, les processus d'attachement, et en même temps, immédiatement, penser la séparation. Et bon, il me semble que dans les situations conflictuelles, c'est peut-être parce que les gens n'arrivent pas à se séparer que ça peut prendre cette tournure dramatique, peut-être. Donc, les LAEP, et c'est pareil, il y a des intervenants qui ne parlent pas de leur identité professionnelle, qui viennent entre, le mot intervenir, c'est venir entre, pour soutenir. J'ai pensé aussi aux situations post-traumatique où Sabine Carillot nous avait dit que l'important, finalement, la première des choses essentielles, c'était d'être là et de faire entendre quelque chose du côté de « vous n'êtes pas seul ». Il me semble que là aussi, et cette question du collectif, je me suis dit qu'il y avait peut-être des questions d'identification qui étaient à l'œuvre et qui sont importantes. Bon voilà, est-ce que Richard, tu veux dire quelque chose ? Voilà. Voilà, donc le but c'est maintenant de gamberger, vous avez compris, c'est le but du Café Psy. Alors oui, les Richard. Non, je suis un peu pris au dépourvu. Non, je ne saurais pas quoi ajouter. Oui, peut-être ce qui est important à bien, sur lequel il faut insister, pour les gens qui connaissent pas ce type de lieu, c'est en effet le côté collectif, parce que je crois qu'on dit c'est collectif, mais il faut bien s'imaginer à quel point le collectif il est présent sur le lieu. C'est-à-dire que, je parle de mémoire parce qu'en effet, moi, ça fait bien longtemps que je travaille plus dans cette structure, mais donc à l'heure dite, je veux dire, il y a 10, 15, 20, 30 personnes qui sont devant la porte, avec chacune des histoires extrêmement compliquées du type de celle qu'on a vue. Et donc, et après, ils vont passer l'après-midi dans un cadre absolument collectif. C'est des choses extrêmement personnelles, on peut peut-être pas plus personnelles que ce qui se déroule dans le cadre d'un point rencontre. Elles doivent se développer dans un cadre collectif, et c'est vrai que c'est tout à fait... c'est vraiment ça, je crois, qui fait la spécificité du lieu, parce que c'est quelque chose d'une très grande violence, voilà. Et c'est cette violence-là qu'il faut accompagner, et puis essayer de la faire fructifier, enfin, je veux dire, de la métaboliser, d'aider à sa métabolisation, en tout cas, voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait, ce film, cette présentation ? Allez-y, franchement, ça n'a pas besoin d'être construit, une intervention, c'est vos impressions, vos sensations, quelque chose d'un peu immédiat. Oui, je voudrais vous demander, puisque ça fait 30 ans que vous exercez, qu'est-ce qui se passe dans notre société contemporaine, moderne, qui a changé par rapport à il y a 30 ans, dans la relation des parents avec leurs enfants, plus spécialement. Merci. Oui.
la famille change, la famille bouge, mais j'ai presque envie de dire la famille du 16e, elle n'était peut-être pas pareille que la famille du 19e. Mais parlons de la famille actuellement, on va dire. Ce qu'on peut, ou en tous les cas, ce que les experts remarquent, c'est que avant on l'inscrivait, alors on parlait de parenté, avant. Maintenant on parle de parenté et de parentalité. La famille était inscrite au moins sur 2 axes, l'axe vertical et l'axe horizontal. L'axe vertical étant enfant 2, il y avait les ascendants, il y avait le groupe des adultes. Dans certaines communautés, on voit bien par exemple la place de l'oncle maternel qui est bien plus importante que le père. Bon. Donc, en tous les cas, il y a les adultes, les ancêtres, les esprits, et on descend, c'est ce qu'on appelle l'axe vertical, et l'enfant, il est inscrit là. Et puis l'axe horizontal, eh bien, c'est l'axe de la fratrie, par exemple. Et alors, ce que les experts constatent, c'est que maintenant, l'axe vertical se réduit à juste un cran, fils de ma mère. Voilà. Et la mère dit, c'est mon fils. Et l'axe horizontal, il devient un peu compliqué, mais ça ne veut pas dire impossible. Mais il y a des beaux-fils, des belles-filles, il y a les familles recomposées, décomposées, il y a la question aussi maintenant de l'homosexualité qui a fait que, par exemple, nous, on a accueilli une petite fille, elle a 3 mères. Voilà. Et elle vient voir au point rencontre une mère qui était la compagne de sa mère qui l'a portée, on va dire, mais elles étaient pacsées, toutes les deux, ces 2 mères. Elles ont eu ce désir d'enfant, elles l'ont eu. Au bout de 2 ans, elles se sont séparées et la mère biologique, on va dire, a coupé les liens, a voulu couper les liens avec l'autre. Elle, cette mère, a rencontré une autre femme, elle vit en couple avec une autre femme. Cette petite nous dit, j'ai 3 mamans, mais maman ne veut pas que j'appelle maman de maman. Elle a mis du numéro, elle a peut-être eu raison. C'est sa trouvaille à elle. Bon, en fait, elle n'a pas mis des numéros parce qu'il n'y a que la 2 qui s'appelle 2. La 1, elle n'a pas 1 et la 3, elle n'a pas 3. Donc elle dit, maman ne veut pas que j'appelle maman de maman. Bon, on se débrouille avec ça. Je ne sais pas si... Voilà. On a aussi un enfant. Quand la mère nous l'a présenté, il a 7 ans. Alors nous, dans son état civil, on voit que c'est un garçon. Et elle nous le présente en disant, il est non-genré. Il est non-genré. Je vous demande de ne pas dire que c'est un fils ou une fille. Alors nous, on n'y avait pas pensé à ça. Comment on allait appeler cet enfant. Bon, on a résolu le problème, on l'appelle par son prénom. Mais, bon, voilà. Cette mère est arrivée avec cette consigne-là. Elle ne veut pas elle veut que son enfant soit non-genré. Bon, nous, on trouve que physiquement, même si elle ne veut pas, vu comment il est habillé, vu comment il est coiffé, il a l'air genré féminin, hein, mais bon, on ne veut pas la contrarier. On continue. Ça nous coupe un peu le sifflet, peut-être, non, je sais pas. Oui. Moi, je me demandais si ça existait dans d'autres régions, justement, ce dispositif, si c'était étendu au niveau national. Partout, même en Martinique, en Guadeloupe, partout. Okay. Il y en a partout maintenant. Parce que moi, je suis dans une zone, j'habite à moitié ici, à moitié dans une zone isolée en Guyane. Il y a pas mal de difficultés avec une ASE qui fonctionne très mal. Quand on fait des signalements à la cellule des informations préoccupantes, ça met énormément de temps. C'est problématique. On parle des temps d'attente auprès du JAF, mais voilà, déjà tout court sur la réaction. Et donc je savais pas que ce genre de dispositif existait, donc je vais essayer de creuser un peu parce que c'est vrai que ça peut être une solution. Il y a pas mal de violences comme partout, hein, intrafamiliales, mais il n'y a pas forcément de solution pour que les enfants rencontrent leurs parents et les parents et les enfants demandent
Là, j'ai le cas d'un enfant qui a 11 ans, qui a des problèmes d'alcoolisme. Je travaille côté l'enfant. Ah si, eh oui, c'est un peu le problème. Là. C'est pour ça que j'ai fait moi, je travaille dans un point info jeunesse. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait un signalement à la CIP. Et puis, les deux parents sont alcooliques également. Donc, dépendants et voilà. Et en situation d'addiction. Et donc, l'idée, c'est de séparer enfants et parents parce qu'on a déjà fait une médiation avec une autre association qui travaille sur le bien-être. Mais clairement, les parents et les enfants ont toujours envie de se voir. Voilà. Et donc, il faut trouver des solutions quand même, puisque la première médiation, il va habiter chez la tante, n'a pas fonctionné. Là, on était hors JAF et hors ASE. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, maintenant, on passe plus sur les voies légales, quoi. Et c'est ça. Donc c'est bien qu'il y ait ce dispositif. Je vais essayer d'en parler pour... Vous pouvez vous adresser pour avoir les coordonnées à la Fédération des espaces de rencontre. Il y a deux fédérations, hein, la FFER et la FENAMEF. Merci. Je vais les noter. J'ai un problème quand il y a trop de consonnes qui se mettent les unes à côté des autres. Oui, moi je me demandais jusqu'où les familles elles s'appuyaient sur vous et jusqu'où vous aviez de l'alliance avec elles. Enfin, qu'est-ce qu'elles se représentent de l'aide que vous pouvez leur apporter? Alors, il y a tout l'enjeu des entretiens préalables d'abord. Ça, c'est très important de prendre le temps de se présenter, de qui nous sommes, nous, l'association, hein, comment on travaille, comment on fonctionne. Et ensuite, on leur laisse le temps à eux de présenter un peu leur histoire, de pourquoi ils en arrivent au point rencontre, c'est-à-dire pourquoi cette séparation conjugale, on va dire, débouche sur en tout cas sur une impossibilité pour eux d'avoir fait un amiable ou un compromis ou un consensus. Comment expliquer qu'ils n'y soient pas arrivés entre eux, entre les parents, et qu'ils ont sollicité le JAF, enfin le JAF, juge aux affaires familiales, le JAF, et pourquoi ils arrivent au point rencontre. Déjà, c'est bien de les laisser s'exprimer, c'est ça une parole adressée déjà, sans... Alors vraiment librement, de les laisser s'exprimer librement sur comment ils expliquent où ils en sont là. Qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui s'est passé. Vas-y Nicolas. Non, juste je voulais préciser que les gens ne demandent jamais le point rencontre. C'est le juge qui donne cette opportunité, mais les parents ne savent pas que ça existe et ils n'en veulent pas. C'est la moins pire des solutions. On reprend l'exemple du film, alors je n'ai pas vu ce film, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si le juge a un doute sur la violence du papa, il peut très bien dire ça se passera en espace rencontre parce qu'on est obligé de proposer quelque chose à ce papa pour qu'il voit son enfant. Mais le papa, il veut jamais, c'est très très rare que les familles veuillent un point rencontre, que ce soit pour les parents qui viennent voir leur enfant ou ceux qui amènent leur enfant. Oui, ça c'est bien de le préciser parce que ils arrivent, les parents, pas contents. Ils ne sont pas contents. Le parent hébergeant, il n'est pas content parce que lui, il avait demandé une rupture des liens. Et le parent qu'on appelle visiteur, celui qui ne voit plus son enfant, lui, il n'avait pas demandé ça. Il n'a pas demandé un point rencontre. Il avait demandé soit une résidence alternée comme dans le film, soit un droit de visite classique, un week-end sur 2. Donc, je vous assure il y a tout un temps où il faut accepter d'entendre leur colère et leur incompréhension. Ou par exemple, les ados, ils arrivent très énervés. Le juge ne m'a pas écouté. Le juge, il m'a pas compris. J'ai droit à la parole et en fait, ça sert à rien. Il arrive comme ça, l'ado. Bloqué de chez bloqué. Donc, nous, on a tout un travail de... On apprivoise, on y va doucement. Parce que d'abord, on ne sait pas ce qu'on va faire avec eux. Hein. On n'a pas de... Voilà, on ouvre les possibles, mais on verra bien, quoi. Alors, Richard, il parlait tout à l'heure de la porte d'entrée, là, c'est rigolo ça. Je sais que ça t'a beaucoup marqué, cette porte d'entrée. C'est vrai que nous, les intervenants, on est à l'intérieur, on est dans un grand hall d'accueil, on est 5 intervenants,
Et là, on est un peu dispersé dans ce hall d'accueil, parce que c'est comme, imaginez, ça fait penser à du théâtre. C'est une scène. Ce hall d'accueil, c'est une scène. Donc, il y a 5 intervenants là qui sont dispersés. Et à 14h01, ou 00 même, parce qu'on a une collègue, elle veut que ça soit 00. Donc, à 14h00, on ouvre les portes. Ce sont des portes coulissantes. Et là, il y a plein de gens qui rentrent, plein. Et puis, il y a parfois les tontons, les tatas, les grands-mères, il y a ceux qui accompagnent l'enfant, il y a les parents visiteurs, les parents hébergeants, on a des vélos, on a des cadeaux, des chiens, tout ça, ça rentre. Bon, voilà. Et nous, au milieu de tout ça, je vous assure, on ne sait pas trop qui est qui. On ne sait pas qui est l'enfant de qui et qui est le parent de qui. Mais on compte sur eux. C'est ça, faire confiance. On compte sur eux pour se reconnaître. Et nous, on est là quoi? On est là au cas où. C'est-à-dire, on observe. On observe beaucoup les enfants. Et on observe que ça ne dérape pas. On observe que ça va aller. C'est-à-dire, ça va aller, ça veut dire quoi? Que l'enfant, il va aller rejoindre l'autre parent. Et ils vont se disperser. Le lieu, il est très grand. Il y a un jardin, il y a plein de salles. Il y a les salles pour les petits, les salles pour les moyens. Bon, il y a une grande cuisine. Donc, hop, l'enfant, il va vers le parent, l'autre. C'est souvent des pères, mais il y a quelques mères. Bon, il va vers l'autre et hop, ils disparaissent. Ils disparaissent de quoi? De la scène, là, de l'accueil. Et puis, il y a ceux qui restent. Alors voilà, là, ceux qui restent. Ceux qui restent, eh bien, il y a ceux qui pleurent, qui ne veulent pas. Il y a les ados qui sont tournés contre un mur, voilà, dans les coins, là. Et puis, il y a ceux qui attendent parce que le parent visiteur, il ne vient pas, il est absent, ou le contraire, c'est-à-dire le parent visiteur, il est là, mais les enfants ne sont pas présentés. Alors là, quand même, ça nous demande de repérer qui est qui, là, quand même. Là, il faut faire un petit effort. Et on essaye donc de faire asseoir tous ceux qui sont dans l'attente, ceux qui attendent l'autre, et puis on se disperse, et donc il y en a qui s'occupent des ados qui boudent ou qui refusent, et puis on s'occupe bien sûr et surtout des enfants qui pleurent. Voilà. Ça pleure pas plus que dans une crèche ou le premier jour de la maternelle, hein. Faut pas non plus, ça pleure. Ça pleure parce qu'il faut se séparer. C'est le fameux dessin, là. Il faut se séparer, en général, de maman. Et ce n'est pas si évident que ça. Surtout si l'enfant n'a pas été, entre guillemets, préparé. Ou, comme dit le père dans le film, trop bien préparé contre. Parce qu'évidemment, si on est préparé contre, on ne peut pas aller vers. Bon. Là, il y a, par exemple, samedi dernier, il y a 2 petites filles qui arrivent. Elles sont petites, 2 ans et l'autre, elle doit avoir 3 ans et demi. Bon, celle de 2 ans, elle ne parle pas, elle fait que pleurer. Celle de 3 ans et demi, elle pleure, mais elle, un peu quand même, elle parle. Et on essaye d'accueillir, bon, d'abord de rassurer la mère. Donc, on est 3 intervenants sur une même famille. Il y a un intervenant qui s'occupe de la mère, qui la rassure, mais tout ça dans le hall d'accueil, là, qui la rassure. Bon. L'autre intervenant fait patienter le père en l'écartant un petit peu, en disant, écoutez monsieur, là, mettez-vous dans ce coin, patientez. Là, il faut qu'on prépare la séparation. Et puis, il y a l'intervenante qui s'occupe des petites qui pleurent. Et alors, l'intervenante, là, en question, elle me l'a raconté hier soir. Elle me dit, je m'en sortais pas, parce que cette petite de 3 ans et demi, entre ses pleurs, elle disait tout le temps, pas voir mon père, pas voir... Non, elle disait, moi je le traduis mal, pas voir ton père, pas voir ton père, pas voir ton père. Et le ton père, c'est un seul mot. Vous imaginez, ton père, c'est un mot, c'est pas ton plus loin de père. Et alors ma collègue, elle me dit, mais sur le coup, j'ai rien compris ce qu'elle me disait. Et je lui disais... Mais c'est pas voir ton père. Je lui disais, mais non, tu viens pas voir mon père, tu viens voir ton père à toi. Ton père, pas voir ton père. Et alors, c'était un truc de fou avec cette histoire de ton père. Et au bout d'un moment, la collègue, elle a capté que le ton père, c'était le nom du monsieur là-bas. Et elle a arrêté de dire le mot père. Et elle a arrêté de dire le mot ton.
Voilà. Donc, ma collègue lui a dit, le monsieur là-bas, c'est papa, il t'attend, t'inquiète pas, il attend que tu pleures plus. Enfin, elle a changé le vocabulaire, elle a enlevé le ton et le mot père. C'est un exemple pour vous dire de l'accueil que nous faisons dans ce hall. Voilà, il faut inventer. Bon, on commence à visualiser, non? Voilà, très bien. Bon, là, il faut passer par la visualisation. On a quelque chose d'extrêmement contracté, une situation contractée qu'il faut tenter de déplier, de décontracter, quoi. Il y a quelque chose à décontracter. Bon, allez, on y va. On peut déconner un peu, quand même. Dirait Tosquelles. Bon, je me permets, sinon j'aurais pas dit un gros mot. Alors, je trouve c'est très 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 intéressant votre dispositif. D'abord, je crois que la famille n'est pas un fait de nature. Ça, il faut pas l'oublier. C'est un fait de culture, c'est pas un fait de nature. D'autre part, quand on est parent, on fait comme on peut avec les moyens dont on dispose. C'est pas un savoir, et c'est pas une profession, être parent. Alors, il me semble que les populations auxquelles vous vous adressez sont des populations où il y a eu un échec de la position de tiers. C'est-à-dire le tiers, langagier, le plus souvent, ne fonctionne pas. Parce que ce sont des gens qui sont coagulés, qui sont momifiés dans un conflit qui n'a pas du tout de solution. Donc, il me semble que vous évitez d'être un tiers, mais vous proposez du collectif, c'est-à-dire vous proposez des familles entre elles. C'est-à-dire que vous n'êtes pas on ne s'adresse pas à des professionnels, on s'adresse à des intervenants, et vous êtes des liants corporels et psychiques, sur une scène qui est une scénographie, où des familles se déploient. Des familles, alors au sens de Freud, c'est-à-dire que Freud n'a jamais abordé la question de la famille directement. Mais toute son œuvre, on parle de famille, c'est-à-dire il parlait de foules intimement liées. Et je crois que vous partez de là. Et vous reprenez aussi au niveau de Lacan, quand Lacan parle du fraternel. Parce que finalement, vous mettez ensemble des frères et des sœurs. Et vous êtes là des liens corporels et psychiques pour reconnaître ces personnes comme frères de la même situation ou sœurs de la même situation. Et donc vous partez de cette scénographie. Et c'est en ça où il me semble que c'est extrêmement positif, parce que la scénographie, vous mettez une scénographie du tragique de l'être ensemble. Et vous êtes là, je dirais, avec vos propres affects, mais vous êtes au plus près de chacun en tant que personne, et pas forcément en tant que touché au lien. Mais vous êtes du liant. Voilà, comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça serait intéressant que vous le précisiez un peu plus, pour qu'on puisse comprendre un peu pourquoi finalement ces gens arrivent chez vous. C'est sur l'échec d'autres tentatives où le langage et le tiers n'ont pas fonctionné. Oui, c'est bien vu cette idée de... Alors parce vous abordez plusieurs choses, mais l'idée des frères et des sœurs. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent au bout d'un moment, parce que dans le groupe, par exemple un groupe de 20 familles, il y a ceux qui sont là depuis plusieurs mois et ceux qui arrivent pour la première fois. La temporalité n'est pas la même. Vous comprenez bien que c'est un groupe ouvert. En général, ça dure 6 mois. 2 fois par mois, ça fait 12 rencontres. Mais certains, le juge a marqué 1 an. Donc 1 an, c'est 24 rencontres. Donc il y en a, on va dire, ils ont un peu d'ancienneté sur comment ça marche. Et puis les enfants aussi ont un peu d'ancienneté. Et il y a comme ça une petite fille qui avait dit à une autre qui pleurait, moi pareil, j'aimais pas mon papa. Et elle l'avait soutenue, elle est allée la voir, arrête de pleurer.
elle est allée lui dire d'arrêter de pleurer. C'est-à-dire, nous, on n'a même pas eu besoin de s'occuper de cette petite fille qui pleurait, parce que c'en est une autre qui était là depuis longtemps, qui est allée lui dire ça va bien aller. Et puis, les enfants, entre eux, ils peuvent jouer ensemble. C'est-à-dire, c'est pas dans un tête-à-tête dans un bureau d'un enfant tout seul avec le parent qu'il ne veut pas voir ou qu'il a peur de voir ou ceci, cela. Enfin bon, il y va de tout son imaginaire, et deux professionnels qui seraient là pour dire si. Bon, non. Donc, alors, le fait de, par exemple, les frères-pères ou les sœurs-mères, eh bien ça se contamine. C'est-à-dire un père qui est très à l'aise depuis très longtemps, il est là et qui est en train de faire des gaufres, parce qu'on a une grande cuisine, ça décontracte un peu, vous savez, l'odeur des gaufres, c'est un peu magique quand même. C'est-à-dire celui qui arrive pour la première fois et qui est bien énervé, parce que lui, il dit qu'il en a pris pour 6 mois, il parle comme ça la première fois, il dit « j'en ai pris pour 6 mois », comme s'il était un parloir. Il se décontracte un peu quand même, parce que c'est collectif, donc on partage les gaufres, on partage le clafoutis. Non, ils font pas de clafoutis. Mais ils font des crêpes, ils font des gâteaux au chocolat. Bon. Tout ça, et puis quand on sait pas changer une couche, parce qu'on l'a pas encore fait, parce qu'il y a quand même, c'est arrivé plusieurs fois, il y a des pères qui ont rencontré pour la première fois leur enfant au point rencontre. Ils ont découvert physiquement, concrètement, là, le corps de leur bébé au point rencontre. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Bon, alors, changer une couche. Nous, on n'est pas là pour lui apprendre à changer une couche, mais évidemment qu'on va l'aider. Moi, je me rends compte qu'on n'a même pas besoin de l'aider parce que c'est les autres qui aident. Et puis, il y a une espèce de... Je regarde l'autre faire manger un petit de 1 an. Ben, c'est pas évident de faire manger un petit de 1 an. Parce que il reste 3 heures, de 10h à 13h. Donc, il y a le repas du midi. Et l'après-midi, c'est de 14h à 17h. Donc là, il y a le goûter. Donc là, ça demande d'anticiper. Qu'est-ce que j'amène à manger? Qu'est-ce qu'on amène à manger à un môme de 18 mois? C'est pas évident, hein? Bon. Ben, tout ça, on se fait aider par les autres. On se fait aider par les autres. Donc, voilà, l'histoire du frère et sœur, ça me fait penser à ça. Et puis, l'histoire du lion, alors, moi, j'ai toujours l'image qu'on est plutôt des passeurs que des lions. Mais enfin, le lion, c'est pas mal aussi. En tous les cas... Ah oui, c'est pour la sauce, d'accord. Bon, alors ça va. C'est la sauce... laquelle Bon, on va parler cuisine. Vous avez faim, monsieur Dr. Pilot, la faim. Bon. Non, alors je voulais raconter une histoire parce que je ne sais pas pourquoi elle m'est venue, cette histoire. C'est un petit garçon qui est venu en entretien. C'était il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Je l'ai reçu. Alors sa mère en amont, elle me dit dans le hall d'accueil, alors quand on fait les entretiens, c'est pas le jour des visites. Donc là, c'est calme. Je l'accueille. Ma collègue dit donc je vais vous recevoir en entretien. Et moi, je dis à la mère et à l'enfant, je ne dirai pas le prénom de l'enfant, je vais te recevoir moi aussi en entretien. Et elle me regarde et la mère me dit oui, mais il a peur de son père. Voilà. Elle annonce la couleur avant même que le petit ait pu parler. Et ce petit, il est âgé de 10 ans. Je le reçois dans un bureau, là, par contre, et on n'est que tous les deux. J'avais préparé en amont un pulse sur l'espace, parce que je savais que c'était un petit garçon qui arrivait. Alors j'ai dit représentation des garçons qui s'intéressent à l'espace. Bon, c'est bien. Il y a des cosmonautes femmes maintenant qui circulent autour de la Lune. Bon, bref, je lui avais préparé ça. Ce petit garçon, sa mère lui avait arraché sa doudoune, là. Et donc, il tenait sa doudoune, il s'assoit, il tenait sa doudoune, il ne regardait même pas le pulse, il était tout tremblant, figé. Et moi, j'étais un peu inquiète pour lui de le voir comme ça, si pas tranquille. Donc, j'ai essayé voilà, comme je peux faire des fois, de faire un peu des blagues. Bon.
Alors évidemment, ça n'a rien donné. Et puis je lui demande, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es venu ici, dans ce lieu? Pourquoi, regarde, là, tous les deux, on est en entretien, on va se parler. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que ta maman t'a expliqué. Et là, il me regarde, il cherche les mots et il me dit, comme ça, sans phrase, violence conjugale. Bon. Donc là, on peut y aller des représentations, on peut y aller de l'interprétation hâtive. Bon, en fin de compte, ce qu'il faut apprendre, c'est à ne pas comprendre. Moi, ce que j'ai appris, plus je vieillis, plus j'apprends à pas comprendre. Donc, je ne comprends pas et je lui dis, après, j'attends, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, il me regarde, il dit, je sais pas. Il a 10 ans, hein. Il pourrait savoir, mais il dit, je sais pas. Donc, j'attends, et je lui dis, alors, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, toi, avec des mots que tu comprends, que tu connais? Il me regarde, et il me dit, c'est quoi la garde à vue? Bon, là, je me dis, ça commence à plomber quand même. Et je ne voulais pas définir la garde à vue tout de suite. Je ne voulais pas répondre à sa question. Et je lui demande, mais pourquoi tu parles de garde à vue? Là, il y a eu un blanc, et après, hop, il a déroulé toute son histoire. Son histoire à lui, qu'il n'avait même pas dit à sa mère, à savoir qu'une nuit, il s'était levé voilà, il est dans une chambre seule, il s'était levé, il avait été faire semblant de faire pipi, il me dit. J'ai fait semblant de faire pipi, j'ai pas été faire pipi, je suis restée en couloir et j'ai vu, alors, je l'ai laissé dérouler, j'ai vu des policiers. J'ai vu des policiers dans le salon et il a entendu ces mots-là. Violence conjugale, garde à vue. Et je lui dis, et après, je suis revenue me coucher. Il est revenu au lit. Je lui dis, mais le lendemain, alors, tu en as parlé à maman? Non, j'ai rien dit à maman. Parce qu'on n'a pas le droit de se lever la nuit. Ça, c'est un enfant qui parle. On n'a pas le droit de se lever la nuit. Donc, il ne l'a pas dit. Mais, je lui dis, et alors, le lendemain, alors, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait du nouveau à la maison? Il n'y avait plus papa. Donc, bon, je vais arrêter là, mais c'est pour vous dire comment cet enfant... Alors, oui, alors je lui dis, si j'ai continué, je lui dis, et est-ce que tu as eu peur dans le couloir? Et là, il me dit, j'ai eu peur des policiers. Donc, sa peur, peut-être, l'hypothèse que moi j'ai fait, c'est que c'est peut-être pas la peur du père, mais la peur des policiers. Et la peur de ces mots qu'il n'a pas compris et qu'il ne s'est pas autorisé à demander à maman. Donc là, du coup, on a parlé des mots. On a parlé, parce qu'il a 10 ans. Donc, on a fait conversation sur ce que c'était une garde à vue. Et puis qu'en garde à vue, peut-être, son papa y est allé, mais qu'une garde à vue, on n'y reste pas longtemps. Qu'une garde à vue, c'est comme quand on est enfant et que la maîtresse dit « va au coin pour réfléchir ». Je dis, tu sais, peut-être, papa, il a réfléchi. Bon, tout ça. Et eh bien, son corps s'est métamorphosé, il a enlevé sa doudoune, il l'a accroché très mal, mais il l'a accroché derrière, et là, il a commencé l'espace. Et voilà, et on a fait après on n'a plus parlé, on a fait le pulse. Voilà cette scénette que je voulais vous raconter. Oui, merci beaucoup. Il faut beaucoup pas comprendre. Oui, je vais passer. Ouais. J'ai juste une remarque là. Il faut beaucoup pas comprendre pour pouvoir raconter. Oui, bon, je voulais surtout réfléchir avec vous et remercier beaucoup Joël pour tout ce que tu amènes et surtout ces petites vignettes qui montrent bien le quotidien que j'ai aussi partagé avec toi et avec d'autres dans ce lieu. Bon, et pour la façon que tu as eu aussi de nous exposer tout ça. Je te remercie vraiment, sincèrement.
Je me disais qu'au fond, ces familles, ces enfants, j'ai beaucoup été touché quand j'ai pratiqué par la présence et la façon dont les enfants se débrouillent de tout ça. Ils viennent sur fond d'une souffrance. Alors, c'est une souffrance sans doute qui est le résultat de cette absence de tiers dont on parlait. Mais voilà, c'est sur fond de souffrance. Et cet accueil que tu as très bien montré est sans certitude de savoir. Sans certitude de savoir surtout ce qui est bien pour l'autre. Et ça me paraît... Bon, dans l'époque qu'on vit, important à souligner. J'espère que c'est pas sur ce type de positionnement professionnel et éthique que n'arrivent pas les subventions. C'est que ce ne soit ça, pas à cause de ce positionnement qui n'est pas de certitude. Donc, au fond, un positionnement qui est... une curiosité plutôt. Je retrouve ça dans ton récit de ce dernier entretien. On n'est pas là parce qu'on sait, on est là parce qu'on est curieux de qu'est-ce que tu es en train de me dire. Et donc, la curiosité, au fond, de celui qui va inventer une lecture de ce qui se passe. Voilà, sans lui dire ce qu'il faut qu'il dise, tu l'amènes au fond, à se raconter, à dire le récit de son histoire. Et donc, au fond, de s'efforcer de ne pas se situer du côté du discours du maître. Alors, tu disais un lieu de dire adressé, je trouve, c'est pour ça, pour ce positionnement de chacun, de façon, se positionner d'une façon renouvelée, se positionner autrement, dans le rapport à ce qui a fait souffrance. Et je trouvais dans ton dernier exemple, là, la boucle de ça, c'est-à-dire, bon, on vient pour une souffrance et on essaye d'éclairer ça. Éclairer qu'est-ce que c'est qui fait souffrance et pas forcément venir réparer le lien. C'est pas le but de réparer le lien. Parfois, il est possible de le faire et s'il est possible, il va l'être. Parfois, il n'est pas possible. On parle au tout début, Maryse Perrin parlait de l'après, de ce qui se passe après. Mais après, tout se passe bien pour certains et tout se passe très mal pour d'autres. Comme dans la vie, au fond. Ce n'est pas un endroit qui va venir réparer ce qui ne peut pas l'être. Et puis, je veux dire, il y a des choses terribles qui se passent. Je ne sais pas si vous entendez. J'entendais ce matin... à la radio ou à la télé, je ne sais pas, ce récit d'un enfant qui a été enfermé dans une voiture pendant 1 an et demi. Je veux dire, il se passe quand même des choses terribles. Avant de pouvoir réparer ça, je ne sais pas s'il faut le réparer, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'actualité qui nous rappelle que, alors c'est par rapport à la question qui était posée au début, au fond, que ce qui peut-être, à un moment donné, fonctionner comme un ordre, un opérateur qui ordonnait l'expérience des êtres humains, familiale, etc., alors, ne fonctionne plus. Ou ne fonctionne plus comme ça. Certains psychanalystes appellent ça le père. Bon, donc ça, il y a quelque chose d'un opérateur qui ne fonctionne plus. Mais cet opérateur faisait que l'expérience différente, ce qui nous différencie les uns des autres, était rangé du côté de la normale, de la normale. Ce n'était pas normal de faire comme ceci ou comme cela. Il y avait ceux qui étaient normaux et ceux qui n'étaient pas normaux. Aujourd'hui, on est dans un autre type de fonctionnement où cet opérateur rigide, disons, est dévalorisé et à la place... donc d'évaluer, à la place, il y a une multitude de formes normales qui sont possibles, qui sont, enfin, la différence, au fond, est placée du côté de la diversité. On appelle ça de la diversité. Donc on peut avoir différents, comme tu dis, on peut avoir 3 mères, on peut avoir 4 frères et sœurs qui ne sont pas des vrais frères et sœurs, mais bon, voilà. On peut
être dans des différenciations très très diverses de la constitution d'une famille, de ce que c'est qu'une famille. Et tout ça est accueilli là avec cette neutralité dont tu parles qui me semble essentielle. Voilà. Merci. Voilà. Il y a la dame qui veut... Merci. Oui, bonjour à tous. Moi, je voudrais juste poser une question. Vous avez dit, il me semble que 90% de ces familles étaient adressées par un JAF. Hein. Est-ce que, à partir du moment où c'est le JAF qui les oriente, ça s'impose comme une obligation pour les parents, savoir pour amener l'enfant ou venir l'accueillir? Et est-ce qu'il peut être sanctionné? Alors oui, c'est une bonne question ça. Il y a on va parler de ceux qui n'ont pas d'ordonnance de protection. Voilà. Ils sont la minorité. Ah non. Et non, ceux qui n'ont pas d'ordonnance de protection, c'est la majorité. Alors eux, il y a toujours meilleur accord possible. Donc le juge n'ordonne pas, c'est-à-dire contrairement au juge pour enfants, le JAF ne peut pas imposer. Il a toujours meilleur accord possible. C'est-à-dire si les parents ne peuvent pas se mettre d'accord, alors orientation à l'espace rencontre. Mais ce qui prime, c'est toujours meilleur accord entre parents. Quand il y a une ordonnance de protection, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire meilleur accord, puisque le parent qui est victime, on considère qu'il pourrait être manipulé par l'autre, ou pourrait être sous l'emprise de l'autre, et donc il donnerait un accord qui n'est pas un vrai accord. Donc tous les jugements où il y a OP, ordonnance de protection, là, ça s'impose pour eux de venir. Ensuite, sur les sanctions, alors là, c'est un grand débat. Le parent visiteur, lui, il peut porter plainte pour non-présentation d'enfants si la mère n'amène pas, si le parent hébergeant n'amène pas les enfants. Il peut porter plainte. Avec le jugement, il a le droit. Si le parent hébergeant vient avec les enfants, présente les enfants, et que le parent visiteur ne vient pas, il ne peut rien faire. Il ne peut pas aller porter plainte en disant moi j'ai suivi le jugement, j'ai présenté les enfants, et l'autre il n'est pas venu. Par contre, pour pallier un peu à ça, au fait qu'il ne peut pas porter plainte, nous on fait des attestations. Voilà. Mais on l'en fait pour tout le monde, pour ceux qui veulent. Attestation de présence, d'absence. Voilà. Ils ont un papier. Alors, il y en a certains, ils nous disent, mais qu'est-ce qu'on en fait? Vous le mettez à la poubelle ou vous en faites quelque chose. Alors, le quelque chose, ça peut être donné à son avocat. Ça peut, voilà, si on en a un. Mais en tous les cas, bon. Alors, il y en a plein, ils disent, oh, je le garde. Bon, c'est bien. C'est-à-dire, on les énerve pas avec ça. On les invite pas. Utiliser ce papier pour attaquer l'autre. On va pas renforcer le conflit. On leur dit que voilà, nous on le fait et ils en font ce qu'ils veulent. Et moi toujours je propose la poubelle hein, pour bien montrer que bon voilà, nous on est neutre, on ne vient pas renforcer le conflit. Voilà, est-ce que ça répond, madame? Oui. Oui, non, mais alors du coup, quel est le type de sanction que peut avoir le parent qui ne vient pas ou le parent qui présente pas l'enfant? Alors la mère qui présente pas l'enfant, quand même, là, il vaut mieux qu'elle présente. Elle peut avoir des pénalités. Et nous, ça nous est arrivé 2 fois. Là, vous allez me dire 2 fois en 35 ans, c'est rien du tout, mais ça compte quand même. 2 mères qui ont été incarcérées. Parce qu'après, ça remonte, j'imagine. Vous dites que vous ne faites pas de rapport, mais cette information, elle remonte au JAF pour pouvoir avoir une action. Oui. Alors, nous, on ne fait pas de rapport, mais on fait ce qu'on appelle le bilan de l'exercice des droits de visite. Alors, c'est un petit tableau, et on met la date où il devait venir, et on met si la rencontre a eu lieu. On met oui, non. Et on met si 15 minutes de retard, 1 heure de retard. Vous savez, quand vous avez un droit de visite d'1 heure et que vous arrivez à 40 minutes en retard, nous, on met les faits, on ne fait pas de commentaires. On ne met même pas le mot en retard. On ne met pas « il est arrivé en retard » ou « elle est arrivée en retard ». On met « arrivée de madame un tel qui a présenté ses enfants à telle heure ». C'est-à-dire vraiment le plus neutre possible. Et ça, c'est un document où, donc, si le parent visiteur ne présente pas les enfants ou si le parent visiteur ne vient pas, eh bien, il y a une petite croix
Rencontre exercée, non. Droit de visite exercé, non. Une petite croix à parent visiteur, non. Voilà, absent. Ouais. Voilà. Donc ça, ce document, il est envoyé au juge. D'accord. Copie aux parents. Envoyé au juge, copie aux parents. Et si une grand-mère ou un grand-père ou un tonton vient sur le droit de visite, c'est marqué dans l'observation. Présence de la grand-mère paternelle. Si, mais est-ce que ça peut être la présence de la grand-mère maternelle ou en remplaçant d'un des deux parents? Non, ça va pas ça. Non. C'est un accompagnant Non. d'un des parents, d'un des Oui. parties prenantes. Alors, des droits de visite pour les grands-parents, nous en avons. Même pour les arrière-grands-parents. On a eu comme ça une arrière-grand-mère qui est venue avec sa fille. Donc, elle était grand-mère, la fille de l'arrière-grand-mère. Toutes les deux, elles sont venues voir leur petite fille. Enfin, leur arrière-petite fille. Ouais, ouais. Et elles ont eu un jugement. Voilà, elles avaient un jugement. On y est quasiment. Ouais. Est-ce que je peux raconter une histoire d'ado? La dernière, vite fait. Parce Un que ado. ici, on finit à l'heure. Hein. Ah bon? Ouais. Allez, c'est Allez. parti. L'histoire d'ado. Ouais. Non, mais c'est pour vous dire que la clinique avec les ados, c'est quand même un peu particulier. Là. Ça ajoute un peu de piment à l'affaire. D'ailleurs, tellement qu'on les a isolés. Hein. C'est-à-dire qu'on les a isolés, ils sont pas avec les autres. Donc, le vendredi soir, il y a un point rencontre parents-ados. Et les samedis, c'est point rencontre parents-enfants. Donc, les vendredis soirs, les intervenants, ils se préparent un peu. Il y en a, ils disent, j'ai pris mes gouttes. Bon, on se prépare. Parce qu'on a une dizaine d'ados. Parfois, c'est des fratries d'ados. Là, on va accueillir 3 ados qui viennent voir leur mère. On est là pour... faut pas anticiper. On verra bien. En tous les cas, je voulais raconter l'histoire d'un ado. Un ado qui venait voir sa mère, lui aussi. Alors, chez les ados, il y a plus de droits de visite mère que chez les enfants. La proportion n'est pas la même. Il y a pas mal d'ados qui, à un moment donné, décident d'aller vivre chez leur père et ils viennent voir leur mère au point rencontre. Et le divorce, la séparation, date d'il y a 10 ans. Cet ado, il arrive et il dit, comme tous les autres, je veux pas voir ma mère. On lui donne son temps de parole, etc. Et le jour J, ou le premier jour où il doit voir sa mère, ça dure qu'1 heure, les ados. Hein. Ça dure pas 3 heures. Hein. D'abord, dans la vie de tous les jours, je sais pas si vous l'avez vécu, mais asseyez-vous en face d'un ado pendant 3 heures, c'est une performance quand même. Hein. Bon, donc déjà, être assis avec un ado, et c'est dans une seule pièce, la grande cuisine, et là, il y a 10 ados avec 10 parents différents. Et nous, là, on est 4. Et donc, cet ado, il s'assoit, et il s'assoit. Il aurait pu ne pas s'asseoir à côté de sa mère. Hein. Ils ont le choix, hein. C'est pas obligé. Hein. Il s'assoit, et il se met de biais. C'est-à-dire, il a sa mère là, comme ça. Là. Et moi, je suis la chaise qui reste. Parce que c'est eux qui s'installent en premier, puis moi, je m'installe là où... Et je demande à la mère de se présenter un peu, je me présente un peu, bon voilà. Et lui, on l'entendait dire quelque chose. Et je lui dis, qu'est-ce que tu nous dis? Et là, il dit, je dis rien, je dis juste crève, quelle crève, quelle crève. Je dis juste ça, je dis rien. Je dis, pour un rien, c'est quand même beaucoup. Bon, voilà. Et je lui dis, mais est-ce que on peut trouver d'autres mots? Voilà, est-ce que tu peux dire la même chose avec d'autres mots? Quelle crève, rien à faire. Bon, moi, je discute avec la dame, voilà, on discute avec cette mère. Et puis, au bout d'un moment, il me regarde et il me dit, vous en avez du mérite de parler avec elle? Bon. Voilà, on a affaire à ça. Et le droit de visite s'est passé comme ça, hein, rien n'a bougé. Et il est venu 12 fois quand même. Il aurait pu ne pas revenir. Il aurait pu, je sais pas, ou s'asseoir ailleurs dans la salle. Non. Bien quand même, là où on l'a fait un peu bouger les choses. Faut pas rêver, hein. Juste, il a arrêté de dire crève. C'est tout. C'est-à-dire qu'au bout de la 12e rencontre, là, alors je sais pas, je crois que c'était au bout de la 8e. Au bout de la 8e rencontre, il ne disait plus crève. Voilà. On finit là-dessus. Et moi, je vous dis au 30 mai. Oui. Au 30 mai. Et moi, voilà, vous avez. Je vous remercie vivement pour cette présence incarnée
et éclairante. Hein. Bon, vraiment, merci. Ça fait plaisir de partager ce temps. Il s'agissait à l'instant d'un café psy avec Joël Rex autour de la médiation du lien parent-enfant, enregistré à la librairie Ombre Blanche samedi 11 avril 2026 et réalisé par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.